حلقتنا لليلة رح تكون مع سولانج صقر. سولانج تخرجت سنة 1965 خدمة اجتماعية من جامعة القديس يوسف. سنة 1966 اشتغلت بالضمان الاجتماعي. هي كمان أسست سنة 1992 الجمعية الوطنية للإيموفيليا. تابعوا هيدي الحلقة، ما تنسوا لايك، سبسكرايب، يوتيوب شانل أسورد قلبي The Beirut Banyan Podcast. Solange Sacre. Moi, je suis assistante sociale. J'ai fait ma formation à l'école libanaise de formation sociale, rattachée à l'USJ. J'ai été diplômée en 65 et j'ai commencé mon travail à la sécurité sociale en 66. La sécurité sociale venait d'être créée. Quand on me demande comment vous avez choisi le service social, je dis c'est le service social qui m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Moi, je m'orientais vers un doctorat en mathématiques. J'étais une matheuse et je n'avais rien de littéraire, ni histoire-géographie, ni littérature, ni rien. Et quand l'année où j'ai présenté mon bac, on a eu des questions hors du programme. À la première session, j'ai échoué. Et j'étais première ou seconde de ma classe. À la deuxième session, j'ai eu une note éliminatoire en arabe, donc pas de bac. Et c'est le service social donc l'école sociale qui m'a accepté avec un niveau de bac. J'ai eu une dispense de l'USJ parce que je n'avais pas encore 18 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma formation. Et je dis toujours, mon échec au bac a été pour ma chance. Si je m'étais orientée vers un doctorat, ça aurait été un dessèchement de ma personnalité et tout. Vraiment, le service social m'a permis d'éclore beaucoup d'aptitudes en moi. Parlez-nous de votre profession. Quand j'ai commencé à la sécurité sociale, donc c'était tout à fait le début, on était 4 assistantes sociales. Et c'était vraiment le temps en 65, florissant du Liban, je peux dire. Avec la création de la sécurité sociale, il y a eu la branche au début de l'indemnité de fin de service qui a garanti un droit pour les personnes, pour les salariés qui sont au travail. Et il y a eu la branche allocation familiale, donc qui assurait une aide monétaire pour les familles selon leur charge familiale. Et c'était vraiment un support pour les familles. Ce qui était important dans le travail à la sécurité sociale, le code de sécurité sociale est inspiré de la France. Donc, les articles et les modalités d'obtention des services étaient selon le contexte français avec beaucoup d'autres services à côté. Quand on est venu pour appliquer les orientations de ce code, c'était injuste par rapport aux familles. Donc, ce qui était intéressant pour moi et pour le service social à la sécurité, j'ai constitué une équipe, un duo de travail, moi et l'avocat de la sécurité. Et selon chaque situation qu'on rencontrait, et on rencontrait pas seulement une situation de chaque famille, on avait un groupe de familles qui étaient dans la même situation. Comment partager l'indemnité entre les ayants droit après le décès du salarié et à qui donner l'allocation familiale. Donc, on a mis en place des modes d'application qui étaient toujours respectant la loi, mais appliqués au contexte libanais. Et ceci nous a aidé vraiment à permettre aux familles d'être soutenues par les prestations de la sécurité sociale. Quand la caisse maladie a commencé, elle a commencé en 71, alors que la caisse indemnité de fin de service et allocation ont commencé en 66. Ils ont commencé en 65 et on était les premiers qui prenaient en charge les familles. Aussi, on a eu à voir le contexte libanais en termes organisation de la famille, en termes droit de la famille, et voir comment le coordonner avec les orientations du Code de sécurité sociale qui était inspiré
de la France, comme je disais. Et on a pu comme ça faire vraiment un travail de changement à l'intérieur de la loi pour donner le maximum de soutien aux familles. Ce qui a été vraiment la base de notre travail social à la sécurité sociale, c'était le concept charge, qui a la charge de la famille, donc le concept de prise en charge. Et cette prise en charge, quand il y avait des décès ou des tuteurs qui étaient nommés pour les enfants après le décès du père, c'était inspiré de nos confessions religieuses, ce qui n'était pas du tout à l'avantage de la famille, parce que quand le grand-père avait été nommé tuteur et que c'était la mère des enfants qui travaillait et qui avait vraiment la charge, il fallait donc respecter cette référence de prise en charge. Et ceci nous a permis de donner une explication à ce concept de prise en charge. Il y avait un second concept aussi pour que les familles puissent bénéficier de la sécurité sociale. Ils devaient habiter sous le même toit que le chargé de famille. Alors qu'avec la caisse maladie-maternité, quand le fils se marie ou quand la fille se marie, ils forment leur propre habitation, mais ils ont toujours la charge de leurs parents. Donc, même s'ils ne vivent pas sous le même toit matériel, mais c'est eux qui étaient les chargés, c'est eux qui assuraient la charge des parents. Donc, il fallait aussi donner une explication à la libanaise de ce concept habitant sous le même toit. Et on a donné l'élargissement du concept matériel en charge effective. Et cela supposait des visites à domicile, donc Tout à fait, tout à fait. Il fallait notre travail était un travail familial. Il y avait une visite familiale pour s'assurer qui a la charge des enfants, qui a la charge des parents, comment ça se passe, et pour aussi décider à qui payer soit l'allocation familiale ou la couverture maladie médicale, soit la part de l'indemnité de service en cas de décès. il fallait créer donc des conditions de confiance pour que les gens puissent vous donner les données telles Oui, oui, mais c'était parfois une ou deux visites. C'était pas du tout le travail social qu'on connaît dans un suivi. Mais l'important, notre travail à la sécurité sociale n'a pas été un travail administratif. C'était un travail socio-juridique. Donc, à partir de la loi qui était déjà votée et établie, il fallait donc voir comment réadapter l'application de cette loi en tenant compte des conditions familiales. Donc, c'était un travail juridique. Vous étiez nombreuses. Oui, on a commencé 4 assistantes sociales pour les 2 branches indemnité de fin de service, allocation familiale. Puis quand la branche maladie-maternité a été créée, il y a eu 3 autres assistantes sociales qui se sont jointes à nous et on était réparties dans des centres régionaux. Donc, le bureau central de la sécurité, comme tout le monde connaît, c'est à Corniche El Mazraa. Et il y a eu, avec la branche maladie-maternité, des centres régionaux pour assurer donc la prise en charge de la santé des salariés et de leurs familles. Est-ce que ça continue dans les mêmes perspectives actuellement? Merci pour cette question, parce que quand je passe à notre bureau où j'étais en dernier, la première réaction de mes collègues administratifs, où est-ce que vous nous avez quittés? Pourquoi vous avez quitté les familles? Ce travail a été confié à des licenciés qui n'ont pas du tout ni l'esprit social, ni le souci des parents, ni le souci des familles. Et elles avaient à remplir une fiche d'enquête et ceci était fini. Alors que de mon temps,
quand il y avait des mères de famille qui venaient pour demander les allocations familiales et que le personnel administratif ne savait pas comment décider, il leur disait « Allez chez mademoiselle Solange, allez chez mademoiselle Solange, elle pourra résoudre votre problème. » Donc, c'était une référence pour les femmes qui venaient solliciter leurs droits de la sécurité sociale. Mon travail à la sécurité sociale comme assistante sociale, il m'a permis deux découvertes. La première, j'ai été mise à disposition par la sécurité sociale auprès du ministère du Plan pour travailler avec eux un travail au niveau du budget des familles. Et par la suite, tout un groupe d'assistantes sociales se sont impliqués dans une étude nationale sur l'étude du budget des familles. Donc ça, c'était une première découverte. Par ce travail, j'ai aussi découvert la problématique des handicapés. J'ai eu des contacts avec un atelier de confection qui fabriquait des sacs en cuir et qui faisait travailler des handicapés. Et c'était mon premier contact avec l'handicap. Et j'avais vu comment, avec la sécurité sociale, on pouvait faire bénéficier ces personnes handicapées quand elles travaillent aussi. OK, elles bénéficient en tant que salariées, mais si elles ne travaillent pas, quelles sont les aides que la sécurité sociale peut leur assurer? Et la guerre est venue nous plonger tous dans le monde de l'handicap avec ce qu'elle a causé comme handicapé et que j'ai retrouvé par la suite au CESOBEL. Ce que j'ai aussi retiré de mon expérience à la sécurité sociale, c'est cette vision globale de la problématique sociale. Le problème social n'est pas un problème de personnes. Il n'est pas lié à un niveau psychologique ou à un niveau comportemental. Il est lié à un contexte social, à un contexte juridique, à un contexte économique qui n'est pas en mesure de permettre à ces personnes de répondre à leurs besoins, d'avoir un équilibre dans leur vie familiale, à assurer leurs responsabilités. Donc, c'était vraiment cette vision du problème social qui est une problématique et qui touche des individus qui se rapportent au manque des structures ou des réponses qui doivent être organisées par la société pour répondre à leurs besoins et qui fait apparaître aussi une déficience au niveau des lois sociales et des valeurs et de l'idéologie. Et ceci m'a permis, en ayant compris ce contexte, de développer une approche de travail social à partir aussi de toute la documentation qu'on a pu faire, que j'ai appliquée dans mon travail et que j'ai commencé à enseigner à l'école sociale, qui est l'approche structurelle. Cette approche structurelle, donc, elle se situe automatiquement à un niveau global national. Elle s'adresse aux personnes qui vivent le problème, mais aussi elle s'adresse aux personnes qui sont concernées par le problème, c'est-à-dire qui devraient mettre en place des réponses, des services-réponses ou des lois ou changer des lois existantes qui ne sont pas correspondant aux besoins de ces personnes. Donc ça, c'était vraiment une grande découverte pour moi que j'ai pu aussi cheminer avec moi toutes mes années d'expérience et que j'ai enseigné dans plusieurs départements à l'USJ. Il y a aussi une découverte qui est venue soutenir cette approche structurelle. C'est quand j'ai découvert la théorie systémique. La théorie systémique, au niveau pas seulement du travail social, elle met en interaction l'individu, le contexte où il vit et le système social global du pays, compte tenu des lois et tout. Donc, ce sont les deux approches qui m'ont permis de développer beaucoup d'actions par la suite, que j'aurai du plaisir à vous en parler, que ce soit avec les enfants handicapés ou avec les personnes atteintes d'une maladie génétique
en partie héréditaire qui est l'hémophilie. Oui, ce serait très bien si tu peux nous traduire comment, effectivement, sur le terrain, ces théories ont été appliquées ou comment ils ont guidé votre action. Quand la guerre a éclaté en 1975, moi j'étais déjà au niveau de l'association des assistants sociaux. Et on avait commencé à accueillir les familles déplacées, à voir comment les aider sur les besoins de chaque jour. Et ce que nous avons découvert à cette époque, que les services sociaux qui existaient avant la guerre, qui étaient un service social d'usine, un service social auprès des enfants orphelins, un service social d'accueil pour les enfants qui étaient dans des familles séparées ou des familles à problème, ça avait complètement disparu et on a découvert l'importance d'un centre de travail social de développement qui devait être donc une référence pour les familles au niveau géographique. Donc ça aussi, ça nous a permis, à partir de l'association, de développer cette structure d'un centre pareil et des services qu'il doit donner et de tout l'intérêt pour les familles d'une mise en place d'un centre pareil. Donc, avec aussi la guerre, il y a eu le problème des handicapés qui a émergé. Donc, il y a eu ceux qui ont été déplacés par la guerre, et ça nous a permis de découvrir cette importance du centre social de développement. Par contre, la guerre aussi a produit des handicapés. Et j'ai démarré avec le CESOBEL en 1976, et j'étais avec Yvonne Chamy. On a mis en place, au début, un service de dépistage des enfants handicapés, qui atteints d'handicap moteur ou d'handicap mental. Et à partir des enfants qu'on avait découverts, on a mis en place des services de réponse. L'important aussi de cette action, c'est que ce n'était pas un magasin qui donne des services aux gens qui viennent. Les gens qui s'adressaient au CESOBEL ont découvert leurs besoins. On essayait de voir au niveau du Liban, qu'est-ce qu'il y a comme réponse à ce besoin. Et on orientait ces enfants et ces familles. Et quand on découvrait l'inexistence de services, on créait le service à l'intérieur du CESOBEL. Et ça, c'est l'application de cette approche systémique et structurelle qui a permis un développement de plusieurs services et le développement du CESOBEL qui continue jusqu'à maintenant. L'importance de mon expérience au CESOBEL, c'était ma participation à l'organisation. J'ai été nommée dans le Comité national des handicapés. C'est un comité que Allah yarham Elie Hbaï a fondé. Il avait malgré tout ce qu'il a vécu durant la guerre, il s'est rendu compte que le ministère des Affaires sociales doit s'occuper spécialement des handicapés. Il a changé l'appellation du ministère des Affaires sociales et il a cherché à découvrir qu'est-ce qu'il y a comme service sur le terrain. Et il a formé un comité national des handicapés pour élaborer une politique sociale pour les handicapés, les conditions de centre ou d'organisation qui devraient assurer des services à ces personnes handicapées. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme spécialisation, dans quel nombre ils doivent s'organiser pour que cette action ne soit pas une action d'intérêt pour les organisateurs de ces structures, mais vraiment une action au bénéfice de ces personnes atteintes d'handicap.
Et c'était un comité dans lequel on a travaillé durant 3 ans. On a été élus pour donc 3 années de plus, et on a mis en place toute la politique sociale des handicapés, la carte d'handicap, les services que le ministère de la Santé doit assurer, que le ministère des Affaires sociales. Et je me rappelle quand on étudiait les conditions au niveau des personnes qui doivent assurer les services. Maintenant, je me suis rappelée en pensant à notre rencontre à Mohamed Baraket. On était dans une réunion où on avait mis les conditions, combien d'infirmières, combien d'éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues, médecins et tout. Alors, il me dit, c'est Solange, mais dès que ça crée le assassinat, parce que vraiment, leur structure n'était pas du tout, c'était des structures d'accueil et pas du tout à l'avantage de l'enfant et du bénéficiaire. Donc, et à partir du CESOBEL, j'ai découvert le premier enfant atteint d'hémophilie. On ne connaissait pas c'était quoi l'hémophilie. On avait même un pédiatre avec nous au CESOBEL. Il avait entendu parler de l'hémophilie durant sa formation. OK. L'enfant qui était arrivé, on avait pensé que c'était un enfant qui avait manqué d'oxygène à la naissance parce qu'il était sur chaise roulante. Et le père nous dit non, ce n'est pas un infirme moteur cérébral. Mon enfant n'a pas du tout eu ce problème, mais il a la maladie, l'hémophilie. Bon, on a fait les recherches nécessaires. On s'est mis en contact avec l'Association française de l'hémophilie et on a donc collaboré avec un hématologue, parce que l'hémophilie est une maladie de sang, qui expose les enfants et les adultes à des hémorragies spontanées. Ces hémorragies se passent surtout dans les articulations et leur répétition les expose à des handicaps. C'est comme ça que Tarek est arrivé au CESOBEL sur chaise roulante parce qu'il avait manqué de traitement adapté et il avait bousillé ses articulations. Une des articulations était complètement bloquée et l'autre à peine fonctionnelle. Donc, on a créé au CESOBEL le premier programme de prise en charge des enfants handicapés, des enfants atteints d'hémophilie. Donc ça, c'est aussi la suite de cette application. Et on a créé ça en 86. Et on les a suivis donc, avec les hématologues, les orthopédistes, s'il y avait une nécessité d'opération. On avait dans l'équipe une psychomotricienne, on avait une physiothérapeute pour enfants et ils ont suivi ces enfants. En 91, un des hématologues nous dit « OK, vous êtes en train de suivre les enfants atteints d'hémophilie de façon globale, école, médicale, éducation de la famille, tout. Et les adultes, ils sont laissés. Pourquoi vous ne les prenez pas en charge? Prenez-les en charge. » On lui a dit « Nous sommes une association pour enfants. » Alors, il me dit « Créer une association pour adultes? C'est pas comme ça qu'une association se crée. Vous êtes prêts à créer avec nous une association pour l'hémophilie? » Il me dit oui. Il est toujours vivant, Michel Saad. Je lui ai dit check-in. On a fait un check-in. Et c'est comme ça qu'on a démarré avec des parents d'enfants hémophiles, avec des médecins. C'est comme ça qu'on a créé en 92 l'Association nationale de l'hémophilie, qui est la seule au Liban. إن شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا لهلا. ما تنسوا لايك، سبسكرايب، اتركوا لنا كومنت لنعرف رأيكم. رح نتابع سوا الحلقة. Vous avez toujours été très proche du terrain, mais en même temps, vous étiez au niveau de la structuration, de la politique aussi et de la législation, des lois ou des décrets qui font advenir Tout à fait. la réponse. J'ai vécu ça longuement avec l'hémophilie. Donc, l'hémophilie, l'association qu'on a fondée en 92, et j'avais participé avec l'infirmière qui était avec moi au CESOBEL et qui avait pris en charge le programme des enfants atteints d'hémophilie. On avait participé à un camp pour parents en France, parents d'enfants hémophiles, et on avait monté
une action humanitaire d'envergure pour faire opérer 2 enfants atteints d'hémophilie en France. Parce qu'ils ont besoin d'orthopédistes spécialisés qu'on n'avait pas au Liban, et ils ont besoin de quantité de facteurs de coagulation qui leur manquent pour qu'ils ne fassent pas des opérations et qu'ils ne fassent pas des hémorragies et qu'ils ne décèdent. Donc, on avait amené en France 2 enfants atteints d'hémophilie, Tarek le premier et Cherbil, chacun avec un des membres de leur famille. Et ils avaient été opérés à Toulouse. On avait amené les facteurs de Bordeaux, d'un centre de fractionnement donc, qui fabriquait des facteurs. Et Tarek est resté 6 mois dans un centre de rééducation en France et Cherbil 2 mois parce que son atteinte était mineure. Et donc, après ces opérations et l'importance du traitement, on a commencé à travailler à partir de l'association en 92, 13, 94, 95, 4 ans. On a travaillé avec le ministère de la Santé, avec les ministres qui se sont changés pour leur montrer que ce qui était assuré au Liban comme traitement et qui était le cryoprécipité, ceux qui sont dans le domaine, ils savent qu'est-ce que c'est. C'est un résidu après la centrifugation du sang, n'était pas du tout le traitement adapté. Il ne donnait pas des résultats au niveau arrêt de l'hémorragie. Et les personnes qui étaient atteintes d'hémophilie avaient tous développé des handicaps au niveau de leur articulation. Et suite à ce travail avec le ministère, on est arrivé avec le ministre en 1996 à faire introduire dans la liste des médicaments agréés par le ministère de la Santé les facteurs de coagulation, facteur 8, facteur 9, seulement. Et il y avait une seule société qui assurait ces produits. On a vu que l'important n'est pas seulement au niveau du traitement, mais ça exigeait, vu que ma vision était globale, tout un suivi médical au niveau de l'enfant, tout un suivi de découverte génétique s'il y avait d'autres atteintes dans la famille, tout un suivi d'éducation de la personne atteinte et de la famille pour savoir comment, quel mode de vie donner et comment éviter la répétition des hémorragies. On avait découvert qu'il fallait avoir un physiothérapeute parce qu'il fallait que ces articulations reprennent leur fonction, sinon elles allaient développer des handicaps. Donc, on avait besoin d'un centre de traitement. J'ai commencé, j'étais cofondatrice et présidente de l'association. J'ai commencé par faire des contacts avec les hôpitaux privés. Ils n'étaient pas intéressés parce que, les familles étaient en très grande majorité des familles de classe moyenne et moins que moyenne. Donc, les hôpitaux, et le nombre n'était pas très grand, mais on avait commencé avec, je me rappelle, 96 enfants. Et adultes, pas seulement ici avec l'association. Je me suis tournée vers les hôpitaux gouvernementaux, hôpital de Dahr el-Béché. Ils avaient accepté de mettre à notre disposition 2 chambres qu'on allait équiper et tout. Quand ils ont vu que le travail s'organisait, ils se sont rétractés et ils ont repris leur chambre. J'ai dit, OK, personne ne veut de nous, on va créer un centre. Et je me rappelle, Docteur Naaman, le directeur de la banque de sang à l'Hôtel-Dieu. Il me dit, Solange, comment tu as besoin d'argent pour créer un centre. J'ai dit, c'est le travail qui amène l'argent, c'est pas l'argent qui amène le travail. Les dossiers des malades sont répartis dans nos maisons. Nous avons besoin d'un petit centre pour les coordonner, créer une unité de physiothérapie et commencer à les suivre. C'est comme ça que j'ai loué un centre, $500 par mois en 2000. J'ai engagé une secrétaire
un physiothérapeute. Là, le physiothérapeute n'est pas venu à ce moment. On avait collaboré avec une physiothérapeute financée par une autre association. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On avait un seul genre de médicaments. Et par les congrès auxquels on assistait, parce que dès le début, j'ai affilié l'association à la Fédération internationale de l'hémophilie. Donc, ça nous a ouvert des horizons au niveau développement de l'action, nouvelles connaissances et tout. Et on participait chaque 2 ans à des congrès internationaux. Et j'avais découvert qu'il y avait beaucoup d'autres médicaments qui étaient aussi efficaces et moins chers que le médicament qui était sur place. Donc, on a commencé, à créer avec le ministre de la Santé, le ministère, un comité national pour hémophilie. Et ça montre vraiment dans cette action, suite à la question que vous m'avez posée, l'action aussi efficace qu'elle soit au niveau individuel ou familial ou collectif, elle ne peut pas être efficace s'il n'y a pas une cogestion avec l'État pour aussi améliorer les conditions de service, de loi, de reconnaissance de ces droits des personnes. Donc, on a poursuivi le ministère de la Santé pour introduire d'autres médicaments pour l'hémophilie, moins chers que celui qui était sur le marché. Alors, on était dans une réunion du Comité national de l'hémophilie et j'explique au ministre, c'était Dr Khalife, hématologue connu à l'hôpital américain. Alors, je lui explique qu'il y a beaucoup d'autres médicaments moins chers et qu'avec le même montant que le ministère de la Santé alloué à l'achat du premier médicament, on pouvait acheter avec ce second médicament une quantité plus grande et assurer un meilleur traitement pour les patients. Alors, il me dit, Solange, تعالي مطرحي وديري الوزارة. لا معالي الوزير أنا كنت له دكتور ماما. لا يا دكتور إنه مش هيك بس إنه il y a. Allez, vous les connaissez? قلت له oui. Alors, OK, contactez-les qu'ils viennent présenter des offres de prix pour leurs produits. Et c'est comme ça qu'on a introduit 4 autres médicaments. Et maintenant, il y a 6 sociétés pharmaceutiques qui assurent des médicaments pour les hémophiles. Je dis maintenant, mais il faut dire, jusqu'en 2019, ils étaient 6. Mais depuis 2019 jusqu'à maintenant, il y a eu une très grande régression. Et actuellement, je peux le dire, parce que le ministère le dit, les responsables et le ministre, quand il y a des manques au ministère comme traitement, ils leur disent, allez à l'association chez Madame Solange, elle a ses médicaments. Donc, ce qui est important dans cette action, c'est que nous avons, à partir du centre qu'on a créé, on a pu aussi sensibiliser la communauté pour dépister et découvrir les enfants le plus tôt possible, parce qu'il fallait éviter la détérioration de leur articulation. Et mon affiliation, l'affiliation de l'association à la fédération, nous permet d'avoir des quantités vraiment continues de facteurs de traitement. Maintenant, aujourd'hui, j'ai reçu un appel du transitaire. Il me dit, la seconde donation de ce mois, elle est déjà prête. On peut vous la livrer demain. J'ai dit, demain, on est au ministère de la Santé. On est en train d'apprendre comment le ministère a mis en place un système, un nouveau système Meditrack pour contrôler toute la traçabilité des médicaments, d'où ils viennent, où ils vont, jusqu'à qui, qu'est-ce qui se passe. Et nous allons être un centre, vu que ces donations ne peuvent pas aller à l'État. Ils viennent à l'association, nous sommes les représentants de la fédération.
Donc, on va découvrir comment fonctionne ce système pour que, en collaboration avec le ministre, il sache ce qui se passe au niveau de nos donations. Cette action est vraiment, pour moi, c'est un enfant que j'ai fait grandir. Nous avons beaucoup de difficultés financières parce que ni l'État ne nous donne l'argent. Avant, on avait organisé des activités de fundraising qui nous ont permis de payer le physiothérapeute, la secrétaire, l'infirmière, le loyer et tous les frais de fonctionnement. Depuis 2019, c'était le dernier dîner de gala qu'on a fait. Durant l'année 2021, surtout 21, j'ai mis en place une campagne de fundraising internationale à partir d'une société au Canada, GoFundMe. Et l'infirmière qui était avec moi au CESOBEL, qui s'est occupée des hémophiles, et actuellement était au Canada. Elle est toujours. Donc, c'est avec elle qu'on a créé un compte au Canada pour cette campagne qui nous a permis d'avoir 25 000 $ et en 21, qui m'a permis de gérer tout le fonctionnement de l'association jusqu'à maintenant. Il y a eu aussi une réalisation cette année qu'on a pu faire. Bon, au niveau financier, il faut organiser une activité de fundraising cette année. Mais il y a eu un grant, un projet avec donation qui a été proposé internationalement par la compagnie pharmaceutique Pfizer, qui, elle, fabrique des facteurs pour le traitement des hémophiles. Donc, toutes les associations d'hémophiles pouvaient participer. On a participé à ce concours, c'était un concours pour égaliser l'éducation au niveau de tout un pays pour les personnes atteintes d'hémophilie. On a présenté ce programme d'éducation et nous avons gagné le grant. Donc, on a gagné 20 800 $, mais ils sont à utiliser pour organiser des workshops dans toutes les régions, pour tous les âges, pour toutes les catégories de manque de facteurs, parce qu'il y a 13 facteurs dans le sang et on peut avoir 13 groupes de genres d'hémophilie. Nous sommes déjà au 3e atelier et on va continuer à l'Arad. Un vrai travail de tissage que vous avez mené avec passion. Pas seulement passion, mais conviction, persévérance, parce que je ne vous cache pas toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Les médecins sont là pour nous aider, les patients sont intéressés. Quand on fait une activité de fundraising, il y a des collaborations, mais les difficultés nous confrontent. Et quand on est convaincu de la cause qu'on défend et qu'il y a une persévérance, c'est comme ça qu'on peut continuer en créant des alliances autour de nous avec donc soit d'autres associations. Par exemple, le local actuel qu'on avait pris, on a changé de local. On a pris ce local en l'an 2010. Le local avait besoin de grandes réparations. J'ai fait un projet d'architecture, d'aménagement du local. La société Baxter m'a donné le budget qui était nécessaire, 20 000 €. Et c'est comme ça qu'on a retapé le local. On a utilisé ce local 5 ans sans contrepartie, sans loyer. On a décidé après un loyer avec le propriétaire. Et ça fait 2 ans que ce loyer n'a plus de valeur. Il nous le donne en donation. Donc, c'est vraiment cette vision claire où on va, pourquoi et pour qui nous permet de persévérer. Vous venez de donner des principes d'action de base pour un assistant social. Vous aurez des choses encore plus à ajouter au niveau des principes, des valeurs qui doivent accompagner la profession, quels que soient les temps?
Euh, on a des valeurs universelles qu'on a héritées du travail social français, canadien, parce que moi et vous, nous avons fait nos études supérieures, le DEA, à l'Université Laval au Québec. Et c'est les mêmes valeurs. Mais l'important, c'est de voir comment ils sont appliqués dans un pays. Au Canada, ils sont différents qu'en France et spécifiques au Liban pour nous. L'important dans le travail social, c'est d'accueillir l'individu en tant que tout. Donc, il n'est pas identifié à la teinte qu'il a, il n'est pas handicapé, il n'est pas prostitué, il est porteur de prostitution, il est atteint de handicap, mais son identité est différente. Et ça, c'est important. C'est important à projeter ceci à la personne que nous servons, et c'est important pour qu'on puisse l'impliquer dans une prise en charge autonome pour lui. Donc, on va cheminer avec lui pour le faire arriver à cette prise en charge autonome de son problème. Et l'important aussi dans ce travail social, c'est de montrer et de faire toucher du doigt à tous les concernés par le problème, qu'ils sont partie prenante de la solution et ils ne peuvent pas se sentir protégés. Quand je parle d'hémophilie, on me dit « mais c'est une maladie héréditaire et nous, on n'a pas de cas dans notre famille ». Je dis non, 30% des cas sont apparus pour la première fois dans une famille, sans qu'il y ait une histoire familiale. Donc, il faut que aussi la société soit partie prenante de cette compréhension de toute problématique et de savoir comment elle peut, partager et participer à une amélioration des conditions de vie de ces personnes. L'important dans le travail social aussi complet qu'il puisse être, il ne peut pas travailler dans le secteur des NGO seul. Il faut concevoir le travail co-géré entre les travailleurs sociaux qui connaissent les problèmes, connaissent les familles, ont étudié le contexte, et les structures étatiques qui sont concernées par ces problèmes, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales. Et dès le début de ma formation, de mon action au niveau de la présidence de l'association des assistants sociaux, et où on avait organisé le premier congrès en 91, et qui n'a pas été suivi, dommage, du travail social. Et c'est vraiment dans cette conception de cogestion entre le privé et l'État, et où je vois, malgré toutes les déficiences de l'État, il a un rôle à jouer, à continuer. Il ne faut pas le rejeter, il faut mettre des ponts entre notre action comme association NGO et l'État. Un dernier mot aux générations futures de travailleurs sociaux. Le travail social, comme je disais au début, il a été pour ma chance au niveau du développement personnel, au niveau de mon implication et de mon impact au niveau de l'environnement où je vis, que ce soit familial, amical, professionnel. Ce que je souhaite, c'est que les jeunes générations ne voient pas seulement dans le travail social une profession. C'est pas une source de revenus. On a besoin d'argent, on a besoin de travailler, mais il y a aussi l'intérêt des personnes que nous servons. Et le service social, son mot est là, c'est un service. L'action sociale, travail social, ok, mais il a commencé par être un service. Et le service maintenant est devenu développement parce qu'il est en collaboration avec la personne aidée. Donc, je voudrais que les travailleurs sociaux, malgré les temps difficiles que nous vivons, adoptent une vocation, adoptent une cause et qu'ils vont batailler pour améliorer au bénéfice des personnes qui vivent ces difficultés et ces problèmes.
ثانك يو لأنكم تبعتوا اسورد لهلا. شهرنا على الانطلاقة، انترجنريشنال دايالوج ميني سيريز، قصص حياة عمال اجتماعيين أغنونا بخبراتهم. نحن هلا بنقلكن جود نايت، هيدي آخر حلقة لليوم ولهيدي السيريز وهيدا الموسم، بس أكيد رح نرجع بحلقات جديدة مختلفة ومنوعة قريباً. بهيدي المناسبة بتشكر ببيروت بانيون بودكاست على الاستضافة وعلى مساهمة بإطلاقة أسورد. شكراً من القلب. تابعونا على أسورد LB يوتيوب شانل على كل السوشيال ميديا، وعملوا لنا فولو. ما تنسوا لايك وسبسكرايب. قريباً رح نكون معكم. Good night.